Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Et dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait évoquer un nouveau scénario qui serait en train de concocter pour la Syrie et pour en fait la région. Selon certaines informations, les États-Unis seraient en train de concocter un nouveau plan, un nouveau scénario qui consiste à transférer les terroristes en Irak et en Syrie vers des camps spéciaux en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, avec pour mission de déstabiliser d'autres pays de la région. Les terroristes qui sont venus en fait de divers pays et du monde et qui ont été soutenus par les États-Unis, financés et appuyés par certains pays de la région, très particulièrement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pourraient avoir une autre mission désormais pour déstabiliser d'autres pays de la région, très particulièrement, selon le quotidien palestinien Al-Manar, des pays comme le Koweït, la Jordanie, la Tunisie, l'Algérie, Oman et le Liban. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après. Retour à la case départ. Après avoir perdu la guerre en Syrie et en Irak, les Américains recyclent leurs agents et ce aux frais des Saoudiens et des Émiratis. Un vaste mouvement de transfert de terroristes takfiristes actifs dans la région s'effectue en ce moment par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes sous l'auspice américain. Alors que des groupes terroristes de tendance frériste, caïdiste ou encore takfiristes ont échoué en Syrie, l'armée américaine leur a fourni des facilités pour rejoindre des camps spéciaux en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, a écrit le quotidien palestinien Al-Manar dans son numéro du mardi 14 août. Un comité émirato-saoudien serait d'ailleurs chargé, d'après le journal, de superviser l'évacuation et le transfert des terroristes en leur versant des salaires assez élevés et leur fournissant des munitions et des armes. Leur mission, selon le journal, les miliciens terroristes ainsi transférés devront faire partie d'un nouveau plan. Ils agiront pour déstabiliser les pays arabes et affaiblir les armées de ces pays, et ce, avec la coopération des mercenaires internes. Après la Syrie, la Jordanie risque gros depuis qu'elle a décidé de ne plus jouer le jeu des Israéliens et des Américains. Le Koweït, la Jordanie, la Tunisie, l'Algérie, Oman et le Liban figurent parmi les pays exposés aux actions des États-Unis et de leurs mercenaires saoudiens et émiratis. Il s'agit des États qui se gardent dans la mesure du possible d'accompagner les plans guerriers des Américains et de leurs alliés dans la région, dont et surtout les plans visant à assurer la sécurité d'Israël. Le vendredi 10 août, une vaste attaque terroriste a eu lieu contre une localité non loin de la capitale jordanienne, attaque qui a débuté par une explosion visant l'armée jordanienne. Les tentatives de déstabilisation se multiplient par ailleurs sur les frontières algéro-tunisiennes, poussant même l'armée algérienne à se déployer sur les frontières. Selon le journal, les terroristes précités bien aguerris en Irak et en Syrie ont pour mission de mener des opérations terroristes et de semer le désordre dans les pays en question. Il s'agit de tentatives de pression et de déstabilisation qui pourraient se produire chaque fois que l'un des États cibles refuserait de dire non au régime de Riyad et d'Abu Dhabi. C'est d'ailleurs l'une des clauses bien citées dans ce qui constitue le charte fondateur de l'alliance militaire récemment formée par l'Arabie Saoudite et les Émirats et qui se passe volontiers de tous les accords signés au sein du Conseil de coopération du Golfe Persique.
Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Pour commencer notre débat, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un analyste politique spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonjour à vous, à nos téléspectateurs et à mon collègue. Luc Michel, venant en fait d'entendre notre reportage, comment évaluez-vous ce nouveau scénario, ce nouveau plan US qui serait en train de se produire, se concocter aux frais des Saoudiens et des Émiratis? Et moi, je ne suis pas surpris parce que c'est simplement la réactivation à la fois d'un projet géopolitique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient, et qui est devenu avec Obama et Clinton le soi-disant printemps arabe, c'est le remaniement du Proche-Orient avec la constitution de régimes pro-occidentaux et pro-Riyad, et deuxièmement, c'est une pratique politico-militaire, c'est-à-dire la rotation des troupes djihadistes, et ça existe depuis la première guerre d'Afghanistan en 1979. Dans les années 80 se structure ce qui va devenir l'international terroriste djihadiste que vous appelez vous tafkiris. Les mots sont équivalents, pour nous en tout cas occidentaux européens. Et on a vu les djihadistes passer d'Afghanistan en Bosnie pendant les guerres de Yougoslavie, contre la troisième Yougoslavie de Milosevic. De là, ils sont partis au Soudan et au Kenya. Après ça, les talibans étant amenés au pouvoir par les Pakistanais et les Américains en Afghanistan, ils partent en Afghanistan. Avec la deuxième guerre d'Afghanistan, l'invasion américaine, ils vont se réfugier au Pakistan dans la zone tribale qui est à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan et qui échappe au pouvoir central d'Islamabad. Après ça, certains partent aussi en Arabie Saoudite, dans les Émirats. Il y a le lancement du soi-disant printemps arabe. On voit les djihadistes amenés en Libye, à Benghazi, pour former ce qu'on a appelé les katibas du CNT, qui avaient pris pour nom, mais ça n'a duré que quelques semaines, les Shebab comme en Somalie. Et puis les spin doctors de l'OTAN se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur de communication. On a arrêté d'employer ce terme. Lorsque la Jamaïria est tombée, le chef des katibas du CNT opérationnel, qui était Abdelhakim Belach, qui est l'ancien chef d'Al-Qaïda en Libye, et que les généraux français de l'OTAN avaient nommé gouverneur militaire de Tripoli en août 2011, a organisé un pont aérien vers la Syrie. Ce sont ces gens qui ont servi de base de départ à la soi-disant armée syrienne libre. Et donc, on a vu, lorsque Daesh s'est effondré en Irak, on a vu apparaître immédiatement une force politico-militaire équivalente en Afghanistan cette fois-là, sous le nom de Daesh Afghanistan. Les médias iraniens à l'époque ont expliqué qu'il avait fallu des hélicoptères pour déplacer ces gens et leur armement. Et donc on est à une énième ressucée de ce plan-là, qui permettrait, en disposant justement de terroristes non anéantis, puisque le but des Syriens, des Iraniens et des Russes, c'est de les anéantir, ces gens survivraient et servirait de base politico-militaire à une relance du Grand Moyen-Orient ou du printemps arabe. La boucle est bouclée. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On est là dans la vieille pratique américaine, ce que j'ai appelé le concubinage incestueux entre l'américanisme et le tafkirisme. Luc Michel, toujours dans le cadre de cette logique que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la vieille pratique américaine, la stabilisation du Moyen-Orient n'est absolument pas dans l'intérêt des États-Unis et de leurs alliés. C'est pourquoi ils font tout pour déstabiliser, si vous voulez, cette région névralgique. N'est-ce pas, Luc Michel? Écoutez, les Américains, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, ils avaient et ils ont toujours un plan A et un plan B. Le plan A, c'est d'établir des régimes pro-occidentaux associant des forces militaires avec les frères musulmans.
C'est ce qui s'est passé dans la première phase en Égypte, auquel Al-Sisi a mis un terme. C'est ce qui se passe toujours actuellement en Tunisie. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années au Maroc, où le roi du Maroc a associé les frères musulmans à son gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé la première année en Libye, après la chute de Kadhafi. Quand ça ne marche pas, les Américains passent à un plan B, ce qu'on appelle la géostratégie du chaos, c'est-à-dire que c'est une technique, là on est dans un scénario politico-militaire, il a été mis au point par les stratèges américains dans la Somalie depuis 25 ans, c'est pour ça qu'en géopolitique on parle aussi de somalisation. La Libye, le Mali ou la Centrafrique, ce sont des États en voie de somalisation, et le but à ce moment-là, il a été défini par un des principaux géopoliticiens américains, c'est George Friedman. C'est l'ancien patron de Stratford qui dirige aujourd'hui Geopolitical Futures. Que dit dans son livre Les 100 prochaines années, Friedman? Premièrement, il dit que son but, c'est un nouveau 21e siècle américain. Et il dit, dans les pays où nous n'avons plus les moyens de l'ancienne politique, c'est-à-dire la politique coloniale des canonnières, de dominer un pays militairement, organisons le chaos, et sur ce chaos, nous surferons à peu de frais et avec peu de moyens pour conserver les positions géoéconomiques et géopolitiques qui nous intéressent. Il parle en particulier évidemment de la fameuse privatisation de la guerre, c'est-à-dire qu'en Afghanistan, en Irak, dans plusieurs pays, en Afrique maintenant, on voit les firmes de mercenaires occidentales remplacer les armées occidentales pour faire le travail qu'elles ne font plus. C'est ça le plan américain. Dès lors, les Américains sont conséquents avec eux-mêmes. Vous constaterez que ce soit Bush, Obama ou Trump, la politique est la même parce que la déstabilisation du Proche-Orient, comme toutes les révolutions de couleur et les opérations de changement de régime, elle n'est pas aux mains de la présidence, elle est aux mains du Congrès et du Sénat des États-Unis par ce qu'ils appellent des organismes bipartisans. Vous noterez que le lobby pro-israélien AIPAC est construit sur le même modèle, c'est également un organisme bipartisan. Quel que soit le président, les opérations de remodelage géopolitique continuent. À partir de ce moment-là, il y a un deuxième danger mortel, ça vous explique ce qui se passe maintenant. Il ne faut pas une stabilisation du Proche-Orient autour d'un axe Moscou, Pékin, Téhéran et Damas, puisque c'est la fin des plans américains. Luc Michel, toujours en fait, à en juger par ce qui a été diffusé par le quotidien palestinien Al-Manar, il va y avoir en fait le transfert des terroristes en Irak et en Syrie vers des camps spéciaux en fait en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. On vient en fait de l'évoquer tout à l'heure dans notre reportage. Également, il s'agit d'un projet américain qui va être, si vous voulez, réalisé encore une fois avec l'argent saoudien et émirati. Luc Michel, malheureusement, l'argent saoudien, l'argent émirati est toujours au service de la réalisation de la politique américaine dans la région. Et ça a toujours été comme ça. La guerre d'Afghanistan, elle a été, le complexe soviétique, elle a été financée par les Saoudiens, et toutes les opérations suivantes. Il y a un accord stratégique qui a été conclu en 1945 entre le roi saoudien et le président à l'époque Franklin Roosevelt. Ça a été conclu sur un navire américain qui était au large du golfe d'Oman. Et cet accord, c'était l'alliance étroite entre les deux pays. L'Arabie saoudite disposant d'une espèce de domination géopolitique sur les lieux saints musulmans et sur la région, et les Américains disposant d'une domination géopolitique dans le cadre de leur domination mondiale. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en sachant tout simplement que sans l'alliance américaine, les Saoudiens ne sont pas une grande puissance régionale. Il y a une faible population. La population active, c'est une population immigrée en grande partie d'origine asiatique et palestinienne. Et donc, l'alliance, elle est essentielle pour les Saoudiens. Ça vous explique que quand Trump est allé en Arabie Saoudite, il a fait un chantage aux Saoudiens. Et les 400 milliards de dollars de contrats d'armement,
elles correspondent à la moitié des réserves de change saoudiennes. C'était la condition pour amener Ben Salman au pouvoir et pour maintenir l'alliance. Et donc, les Saoudiens font une opération, mais qui fait d'eux, évidemment, les domestiques des Américains. Mais c'est ça la conception du nouvel ordre mondial américain. C'est un peu le retour au Moyen-Âge, si vous voulez. Il y a une puissance hégémonique et autour d'elle, il y a des vassaux. Les vassaux ne sont pas des amis, ils ne sont pas des alliés, ils sont des domestiques. Le problème des Américains, qui vous explique aussi ce qui se passe actuellement avec ce nouveau plan, c'est qu'il y a deux partenaires traditionnels des Américains qui ne sont plus fiables. Il y a tout d'abord les Pakistanais. Les Pakistanais sont en train, dont l'élément wahhabite de l'armée et des services secrets dominait le pays, mais ça c'est terminé, étaient les alliés des États-Unis depuis la guerre d'Afghanistan. Les djihadistes ou les tafkiristes, ils ont toujours eu deux parrains, les Saoudiens, mais aussi les Pakistanais. L'expansion des djihadistes en Afrique, elle est due aux officiers pakistanais wahhabites, donc qui étaient dans les unités de casque bleu dans l'Afrique. C'est eux qui l'ont implanté. Et le deuxième, donc tout ça est en train d'être arrêté. Le Pakistan est en train de se tourner vers l'unification eurasiatique, Téhéran, Moscou, Pékin, et se détourne des États-Unis. Le deuxième partenaire qui est considéré comme non fiable, évidemment, c'est la Turquie, puisqu'on ne sait pas l'attitude que la Turquie va adopter définitivement. Moi, je n'ai pas de doute qu'elle va rester dans l'Alliance Atlantique, mais de toute façon, la Turquie ne sera plus l'allié privilégié des États-Unis, et donc ils se retournent à nouveau vers leurs alliés saoudiens et émiratis. Et la technique du déploiement, du retrait des djihadistes, c'est ce qui a déjà été appliqué à la fin de la guerre d'Afghanistan, puisque ces gens étaient passés par le Pakistan, par la zone tribale et par les Saoudiens à l'époque, avant d'être déployés en Bosnie et de Bosnie en Afrique. Donc c'est traditionnel. Merci beaucoup, merci infiniment Luc Michel. On a eu également un rendez-vous pour cette émission avec Elie Hatem, juriste français spécialiste des questions internationales, mais il reste pour le moment injoignable. En attendant, on va poursuivre notre débat avec Luc Michel. Luc Michel, jusqu'à présent, l'objectif des Américains a été de viser des pays qui résistent à l'arrogance américaine, à la politique américaine dans la région, très particulièrement la République islamique d'Iran. Et dans une période récente, les Américains se sont acharnés sur, par exemple, la Russie également. Mais selon ce quotidien palestinien Al-Manar, ces terroristes ressuscités auront pour mission de déstabiliser des pays qui ne sont pas totalement à 100% acquis à la politique américaine. Par exemple, le Koweït, par exemple, la Jordanie, la Tunisie, l'Algérie, Oman et le Liban. Écoutez, on est de nouveau dans le mouvement traditionnel du printemps arabe. Le printemps arabe, en fait, il est basé sur une théorie géostratégique qu'on appelle la théorie des dominos. C'est une théorie qui a été employée par les soviétiques contre les Américains dans l'Indochine des années 1950-60, et les Américains l'ont réutilisée pour le printemps arabe et le printemps africain. Ils pensent qu'en faisant tomber un certain nombre de pays secondaires, dans les cas des deux printemps, ils pourront faire tomber leur cible principale. Dans le printemps arabe, donc, il y a des cibles principales. Il y avait la Libye qui est détruite, il y avait la Syrie qui a résisté contre toute attente, il y a votre pays, l'Iran, qui est une des cibles, l'Algérie frappée en novembre, décembre 2010, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que l'armée algérienne qui a connu 10 années de guerre contre les tafkiristes savait quoi faire et savait ce qu'était une guerre civile, ça n'a pas marché. Autour de ça, les Américains ont développé une politique contre des régimes qui étaient leurs alliés, qu'on a détruits parce qu'on pensait qu'il allait faire tomber les suivants. La Tunisie des États-Unis,
l'Égypte de Moubarak était depuis sa date l'allié le plus étroit des États-Unis à les Saoudiens. Il faut savoir que, et ça n'a jamais arrêté, l'aide à l'armée égyptienne des États-Unis, elle est d'1,5 milliard chaque année. L'aide au développement à l'État égyptien à côté de ça, elle est de moins de 300 millions de dollars. L'État, dans l'État qu'est l'armée égyptienne, il est financé par... Ça ne les a pas empêchés de renverser Moubarak, et puis ils ont dû accepter ce retour en arrière qu'a été le régime d'Al-Sisi. Le roi de Jordanie, qui est un allié étroit, vous devez savoir que son père était un officier britannique formé à Standard, l'actuel roi de Jordanie formé à West Point, et la famille sert les intérêts anglo-saxons dans le monde. Le président du fameux des droits de l'homme de l'ONU, le prince Zayed, c'est un cousin du roi de Jordanie. C'est le porteur de valise de la politique américaine contre le Burundi, contre la RDC, etc., contre la Russie également. Et donc, les Américains ont toujours frappé des gens qui étaient leurs alliés. Je vous ai dit qu'ils avaient des vassaux, ils avaient des domestiques, ils n'ont guerre économique, d'ailleurs, le démontre, puisque on n'hésite pas à frapper économiquement dans le dos des gens qui sont des alliés géopolitiques et militaires étroits dans l'OTAN. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Turquie aujourd'hui. Donc le plan américain, en fait, je dirais, il est en train de démontrer ce que je dis, moi, depuis l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire que ce qui guide la politique américaine, ce sont les intérêts géopolitiques fondamentaux de l'Amérique. Ce n'est pas le programme des présidents. Quoi que veuille faire un président américain, il est ramené dans les rails de ce programme. C'est également l'analyse que faisait en janvier 2017 le think tank américain Stratford, à l'époque avec George Friedman, qui disait « N'écoutez pas le programme électoral de Trump, il fera ce que définissent les intérêts de l'Amérique. » C'est ce qui se passe actuellement. On a une politique traditionnelle et quand vous étudiez la manipulation du terrorisme djihadiste ou tafkiriste, quand vous regardez le Grand Moyen-Orient devenu printemps arabe ou printemps africain, vous vous apercevez qu'en fait, depuis les années Reagan, c'est-à-dire depuis l'émergence des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale, les États-Unis mènent une politique géopolitique logique avec des zones d'expansion, avec des plans d'expansion qui sont toujours les mêmes. Il y a une cohérence interne dans tout ça. Il n'y a pas de tournant géopolitique, il n'y a pas soudainement un président qui serait anti-système, qui combattrait l'establishment et toutes ces fadaises qu'on entend parfois dans des sites complotistes. Il y a une direction américaine, elle est la même depuis Reagan. Et si vous regardez bien la politique que fait Trump aujourd'hui, elle ressemble étroitement à celle des premières années de la présidence Reagan. Dernière chose qu'il faut savoir, c'est que Trump a un conseiller, il est très vieux mais encore actif, il a un conseiller en géopolitique, c'est l'homme qui conseillait déjà Nixon et Reagan, c'est Kissinger. Kissinger a défini notamment une politique américaine au Proche-Orient que ceux-ci sont en train d'appliquer aujourd'hui. Luc Michel est d'analyse politique et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Malheureusement, nous n'avons pas pu rejoindre Eliatem, analyste politique français avec qui nous avons eu un rendez-vous pour cette émission. Il est resté en fait injoignable. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.